Quand on cherche à imprimer des objets qui sont destinés à un contact alimentaire et qu'on fait ces petites recherches, on tombe souvent sur le PETG. On voit qu'il est plus solide que le PLA, qu'il est plus adapté et qu'il est même compatible alimentaire. Mais quand on va plus loin dans les recherches, on se rend compte que le sujet est vite nuancé. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les implications du contact alimentaire avec le PETG et on va voir si c'est un bon candidat et qu'est-ce qu'on doit prendre en compte. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, j'ai commencé l'impression 3D en 2017 et la modélisation 3D en 2020. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour partager tout ce que j'ai appris durant ces années et pour mettre en avant ces deux technologies qui sont pour moi très intéressantes et qui ont beaucoup d'avenir. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, il y a des façons de me contacter dans la description. Vous pouvez également laisser un commentaire ou liker cette vidéo pour m'encourager. Pourquoi le PETG comme réponse un peu par défaut dans l'usage alimentaire? Bien, pour comprendre d'où ça vient, le PETG, c'est du PET auquel on a ajouté du glycol. Et le PET, c'est tout simplement le plastique utilisé dans la plus grande majorité, utilisé pour faire des bouteilles. Et donc ces bouteilles contiennent un liquide qui va être consommé et donc ont une compatibilité alimentaire. Et automatiquement, je pense que la communauté s'est dit, bien, si le PETG, c'est à peu près le même plastique que celui des bouteilles, il doit être compatible. Si on creuse plus loin, on se rend compte qu'en fait, le G qui a été ajouté, de PETG, c'est tout simplement du glycol, qui est là pour améliorer certaines performances du matériau, par exemple, réduire le warping, ou augmenter l'adhésion entre les couches, des choses qui sont importantes en impression 3D, et le glycol n'est pas toxique. Donc il y a ce raccourci qui a été fait de c'est compatible avec l'usage alimentaire parce que c'est ce qu'on utilise pour faire des bouteilles. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Peut-être qu'on utilise également le PETG comme réponse par défaut parce que le PLA lui aussi est normalement non toxique, mais il a une moins bonne résistance thermique. Le PLA va commencer à se ramollir vers 50-60 degrés, même parfois avant, alors que le PETG, on va pouvoir aller dans des températures plus élevées, jusqu'à 80 degrés avant qu'il commence à se ramollir. Est-ce que le PETG est compatible avec un usage alimentaire? Bien, la seule façon de le savoir, c'est tout simplement de demander au fabricant les certificats de conformité du matériau qui est vendu, donc du filament, parce que ce qui peut se passer, et ce qui arrive même souvent, c'est que le PETG brut, pur, lui, il est probablement compatible, mais dans les filaments, on a souvent des additifs qui vont venir changer un petit peu les propriétés et la facilité d'impression. Eux ne sont pas toujours compatibles avec le contact alimentaire. On a également certains pigments qui vont venir ajouter une couleur aux filaments qui ne sont pas tous compatibles non plus avec l'usage alimentaire. Et donc, il faut tout simplement que le constructeur ait fait certifier l'usage alimentaire et il faut donc qu'il puisse émettre ce certificat et le partager pour prouver qu'en effet, le contact alimentaire est possible. Pour avoir plus d'informations, on peut tout simplement demander un certificat FDA au fabricant. On peut également demander les fiches de sécurité ou un certificat 10 2011. Imaginons maintenant qu'on a un filament qui, lui, est compatible pour l'usage alimentaire. On a un certificat qui a été envoyé par le fabricant qui le prouve. On va faire face à un nouveau problème, c'est que la plupart des buses d'imprimantes 3D, par défaut même souvent, elles sont faites en laiton, et ces buses en laiton contiennent un petit peu de plomb. Ce plomb va pouvoir, pendant l'impression, venir contaminer la pièce qui est imprimée, et c'est problématique parce que c'est une substance qui est connue depuis des années pour être assez toxique, et ça a même posé problème dans le passé. Aujourd'hui, on interdit l'usage de plomb dans beaucoup de choses, et là, on en met directement dans les pièces qu'on imprime, en petite quantité, mais il est quand même présent, et ça, c'est toxique, donc l'usage alimentaire est à proscrire quand on a des buses en laiton. On a parlé de la certification du plastique, on a parlé des buses. Maintenant, on a un troisième problème qui est que, vous savez, on dépose des couches en impression 3D, et donc on a des interstices qui viennent se créer entre les différentes couches. Ces interstices, ces petites cavités, elles peuvent ne pas être lavées quand on va venir du coup nettoyer la pièce, puisqu'on a plein de petites surfaces qui sont un peu cachées et un peu renfoncées. Donc quand on va venir laver la pièce, ces surfaces ne seront peut-être pas correctement lavées, et des bactéries peuvent s'y loger et se développer au fur et à mesure du temps, et après venir infecter ce qui va être remis dans la pièce comme aliment ou comme liquide par la suite.
Quelles sont les solutions? La première, c'est concernant le filament, on va devoir aller choisir un filament qui, lui, a été certifié pour un contact alimentaire. Ça se trouve assez facilement, c'est parfois un petit peu plus cher, mais c'est trouvable. Autre problème, c'était l'injection, la pollution en plomb. Bien là, on va devoir passer sur des buses qui ne contiennent pas de plomb. Par exemple, les buses en acier inoxydable, elles ne vont pas venir polluer la pièce. On avait également la porosité, et donc toutes les fissures, tout l'aspect rugueux des pièces qui va venir pouvoir permettre le développement bactérien. Ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème, c'est déjà diminuer la hauteur de couche. Donc on va avoir un petit peu moins de surface disponible pour venir, qui sera propice au développement bactérien parce qu'elle ne sera pas lavée. Mais ce qui est vraiment bien plus conseillé, c'est de venir mettre sur la pièce un traitement en résine qui lui va pouvoir venir vraiment lisser toute la surface de la pièce et on va pouvoir venir la nettoyer plus facilement. Alors, je dis nettoyer plus facilement, en fait, ça va pas être compliqué de laver la pièce, mais il y a des endroits où ce sera invisible, on va même pas s'en rendre compte, où des bactéries peuvent se développer. Par contre, sur une résine qui, elle aussi, doit être approuvée pour le contact alimentaire, on va pouvoir venir laver beaucoup plus facilement toute cette surface et ne pas avoir de bactéries, de développement bactérien sur ces surfaces. Pour conclure, ce que je dirais, c'est que c'est pas évident de faire des usages alimentaires avec le PETG. Personnellement, je déconseillerais parce que c'est quand même assez compliqué et il y a beaucoup d'enjeux à prendre en compte. Je me, je le ferai uniquement pour un usage privé. Je ne le ferai pas pour un usage commercial. Maintenant, libre à vous quand même de vous renseigner, d'aller plus loin et de peut-être découvrir des techniques qui permettent d'avoir des pièces qui sont 100% compatibles avec un usage alimentaire. Vous pouvez peut-être également explorer d'autres techniques d'impression, comme par exemple la stéréolithographie, donc le SLA, qui est donc une impression avec des résines, et je sais qu'il existe des résines qui sont plus techniques et qui, elles, permettent des applications un peu plus poussées et sont vraiment approuvées pour les usages alimentaires ou même pour des usages biologiques. Par exemple, en SLA, on peut faire des prothèses dentaires qui viennent directement s'insérer au niveau de la mâchoire et qui ne sont pas toxiques pour le patient. Pour aller plus loin, ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner sur la norme européenne EU 10-2011 qui régit tout ce qui est contact alimentaire. Vous pourrez sûrement y trouver beaucoup plus d'informations. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous souhaite une bonne journée.